Alors, voilà, merci de venir toujours nombreux à nos matinales pro. C'est un vrai plaisir de préparer ces matinales et de vous recevoir pour cette 31e matinale pro, comme je t'en passe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Marguin, qui est responsable éditorial du label Millefeuille. Bonjour à tous, à toutes. Merci à Bélinette pour cette invitation. Je suis très honoré. Je suis un lecteur de BD depuis que je suis gamin. Mes parents m'achètent de la BD depuis que je suis gamin, mais j'ai fait une grande partie de ma culture en bibliothèque et en médiathèque. Donc je sais l'importance qu'a votre métier. C'est un métier de conseil, de recommandation. J'ai loué des centaines et des centaines et des centaines de bandes dessinées en médiathèque. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être devant vous pour vous parler de cette collection. Alors, j'ai pas envie que nous fassions un pensum. Prenez la parole, discutons, posons-nous des questions, trouvons des réponses. Par quoi commencer? Je suis rentré dans la bande dessinée par hasard. J'ai toujours été lecteur, mais je suis rentré dans la bande dessinée par hasard. Et après avoir fait 3 ans à la com, j'étais concepteur-rédacteur, c'est moi qui écrivais les quatrièmes de couverture, c'est moi qui écrivais les dossiers de presse, c'est moi qui écrivais tous les textes du site internet, parce que quand je suis rentré chez Glénat, c'était au siècle dernier, et nous n'avions pas de site internet, nous n'avions même pas d'adresse mail, on correspondait par fax, voilà. C'est quoi ça? Du coup, grâce à cette... j'ai dû passer 3 ans à la com, et grâce à cette activité-là, j'étais en contact direct avec les auteurs, parce que j'étais parmi les premiers, à part les auteurs, à lire leurs ouvrages qui étaient encore en cours. Et donc, progressivement, ça m'a amené vers des envies d'édition. Parce que j'ai toujours eu depuis l'adolescence cette notion de passeur. C'est Serge Danet, critique de cinéma, qui se définissait comme un passeur. Moi, c'est ça qui me passionne depuis que j'ai 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à faire une émission de radio musicale, créer des petits labels. L'idée, c'est de transmettre des choses, c'est ça qui me passionne. Et le métier d'éditeur, c'est ça, c'est trouver des auteurs de talent, créer des histoires avec eux et les donner radio. Donc, j'ai d'abord eu, au début des années 2000, un poste d'assistant éditorial avant de devenir éditeur, comme on dit. Tout d'abord sur le catalogue général de la Maison de Glénat, parce que je ne suis pas que responsable du label Millefeuille, mais également éditeur de plein de séries que vous pouvez travailler et recommander également, comme parmi les plus connus, Il était une fois en France, Les Mystères de la République, Silas Corée, Gilles Saint-Onge. Enfin, ça fait 19 ans que je suis là, donc il y en a eu un paquet qui sont passés. Et puis, j'étais très heureux de travailler chez Glénat, je le suis toujours, mais j'avais un manque, c'est-à-dire que chez Glénat, il n'y avait pas de bande dessinée indépendante à l'époque où je suis arrivé, alors que Jacques Glénat, on a toujours publié à ses origines. Pour rappel, Manu Larsenet a commencé sa carrière chez Glénat, il a publié ses premiers albums chez Glénat, Edmond Baudouin a publié son premier album chez Glénat, David B, qui s'appelait à l'époque David Bochard, a commencé sa carrière dans Circus, on va lire des pages en Circus. Et puis, la vie de cette maison d'édition a fait qu'elle s'est spécialisée sur la bande dessinée historique et sur la bande dessinée classique. Autant bien il l'a fait, parce qu'elle a eu des succès incroyables. Mais il faut reconnaître qu'à cette époque-là, notre talon d'Achille, c'était la bande dessinée indépendante. C'est aussi parce que la direction générale de l'époque estimait que Glénat n'avait pas vocation à publier ce genre d'ouvrage. Pourquoi pas, je respectais ça. Mais moi, ça me manquait doublement. Premièrement, parce que je pense qu'une maison d'édition généraliste, importante comme Glénat, comme Nargaud, comme Delcourt, se doit de proposer des livres à tout type de public. Je ne vois pas pourquoi on se priverait d'un public potentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le cas, tout le monde le fait. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins évident. Et puis, deuxièmement, moi, j'étais un enfant de Spirou, donc j'ai grandi en lisant Spirou, en lisant aussi Tintin, bien évidemment, école franco-belge. Mais je me suis passionné dès 1991, même un peu avant, pour le roman graphique, enfin, au moment où est née l'association, voilà, c'est devenu une véritable passion. Je lisais donc aussi bien du Tintin
connu Lewis Trondheim, et je ne comprenais pas pourquoi cette BD que j'aimais tant en tant que lecteur n'était pas représentée dans ma maison d'édition. Donc j'ai bataillé pendant quelques années pour créer ce label. J'y suis arrivé en janvier 2009, puisque le premier livre paru, sorti en janvier 2009, c'était Blaise, de Dimitri Planchon, une BD un petit peu hors norme, parce qu'elle était faite qu'à partir de collage, la première album. C'est une BD très étonnante, parce qu'elle repose uniquement sur son humour. Elle peut faire un peu peur si on ne l'a pas attaqué. Généralement, quand on commence à la lire, on peut plus s'en passer. On a fait 3 albums. Le deuxième a été nommé en compétition officielle à Angoulême. Et cette BD a été adaptée en série télé pour Arte. Donc c'était pour un premier coup d'essai, c'était une belle réussite, même si on n'a pas des ventes hallucinantes. C'est un très beau succès d'estime. Pour moi, cette collection, c'était l'ouverture d'un espace de liberté au sein de notre maison d'édition. Et par espace de liberté, j'entendais liberté à tous les domaines, y compris au niveau du format, au niveau de la pagination. Je ne voulais pas que les auteurs se sentent coincés dans un... Quand Michel Houellebecq va signer son nouvel album chez son éditeur, on ne dit pas à la signature combien de pages va faire le roman. Il faut que ce soit la narration qui détermine la pagination. Pour le format, on a des bouquins tout petits, des bouquins très grands, etc. Donc ça, c'est une discussion que nous avons au préalable avec les auteurs. L'idée, oui, ça a été de publier de la bande dessinée indépendante, c'est-à-dire d'avoir comme le village d'Astérix sur la première page, c'est-à-dire d'avoir un petit îlot indé comme ça au sein d'une maison, d'une major, et de travailler cette collection, ce label. Je suis d'accord avec l'appellation du label, enfin, pour moi ça n'a pas vraiment d'importance en fait, mais effectivement c'est plus un label qu'une collection. D'ailleurs quand la collection s'est créée, on s'est posé la question de ne pas mettre le logo Glénat sur la première de coups et mettre le logo Millefeuille, mais en fait on a opté pour Glénat parce que c'est une revendication, c'est de dire voilà, Glénat fait aussi ce type de bande dessinée. Donc voilà, proposer des paginations différentes, des formats différents, etc., en fonction des ouvrages. Et pour le choix des livres, je pense qu'il sera difficile de trouver plus éclectique en termes de fond que cette collection-là. Ça a perturbé beaucoup de gens, notamment les libraires au lancement de cette collection, disant mais où est-ce que va cette collecte? On n'arrive pas à la classifier, on n'arrive pas à la ranger. Mais in fine, je pense que c'est sa force parce qu'elle est imprévisible. Je savais que ça allait être long pour installer cette collection. Là, on est dans la 10e année et ça commence. Donc, c'était dès le départ, je le voulais comme un travail de longue haleine plutôt qu'un peu de paille. Très modestement et sans jamais avoir l'envie de me comparer à Flaubert, quand Flaubert dit Madame Bovary c'est moi, Millefeuille, ça correspond à mes goûts et je suis le seul éditeur à publier des livres dans cette collection. Et en fait, ça représente quelque part, je pense, tous les livres que moi j'aimerais lire en tant que lecteur dans ce créneau-là. Enfin, tous, non, il y en a plein d'autres. En tout cas, tous les livres que j'édite dans cette collection sont des livres que je serais ravi d'acheter et de lire. Ce qui est mis en avant à chaque fois, c'est un récit et une narration que je juge soit novateur, soit pertinent, et puis surtout une aventure graphique qui à chaque fois est une véritable proposition, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, en tout cas j'en ai la prétention, j'espère que c'est le cas. Et puis c'est aussi l'idée de faire émerger des auteurs, ou de publier des auteurs confirmés. Vous l'avez vu, cette collection elle se divise à la fois, donc il y a trois grosses lignes directrices. La première, c'est de publier des jeunes talents, voire des auteurs qui n'ont jamais publié auparavant. Elisabeth Olville, c'est son premier livre. Alors, Timothée avait publié avant, mais il avait sorti 2 livres chez des micro-éditeurs, donc c'est son premier livre chez un éditeur, je ne sais pas comment dire, voilà, un gros éditeur. Étienne Aubury, c'est son premier livre, Lancelot Hammer aussi. Enfin bon, Théo Calmejane, dont nous avons publié un livre aussi l'année dernière, c'était son premier bouquin. Donc j'aime cette idée de... Voilà, Timothée, il m'a envoyé son dossier par mail, voilà,
sans aucun piston, sans aucune... Les auteurs, ils vous contactent ou c'est vous qui allez les chercher? Il y a les deux, il y a vraiment les deux. Ouais. Enfin, il y a 3 cas de figure. Il y a l'auteur qui nous contacte par mail, par courrier, ou il y a l'auteur que moi je vais aller chercher en disant voilà, j'ai super envie de bosser avec toi. Exemple, Luce, donc on a eu la chance de faire ce livre, voilà. Voilà. Bon, je suis un admirateur de Luce, on se connaît depuis longtemps et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et enfin, voilà, je lui ai fait part de mon envie et de mon désir de publier son travail. Et on s'est retrouvés sur ce projet Papy, qui était la première BD de création qu'il faisait après Catharsis, donc c'est un livre important pour lui. Voilà. Et puis il y a les auteurs qui sont recommandés aussi, ça se fait beaucoup. Par exemple, Hubert, qui est un scénariste que j'adore, avec qui j'adore travailler dans la collection, est un excellent rabatteur. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses incroyable, qui connaît 150 000 dessinateurs et qui souvent dit oh, ben, envoie ton projet à Franck, je suis sûr que ça lui plaira, etc. Donc, voilà, il y a tous les cas de figure. Deuxième partie voilà, du catalogue, c'est les auteurs confirmés que je suis ravi d'accueillir dans la collection, comme Luce, comme Didier Tronchet, dont on a publié un livre l'an dernier, Philippe Forster, dont on a fait un très chouette livre, et on est en train d'en préparer un deuxième. Tronchet, il a fait un livre qui s'appelle Sortie de route, qui est sorti en janvier l'année dernière, qui était une belle échappée. C'était un personnage qui partait en vacances avec sa femme et qui d'un coup se retournait et à la place de sa femme il y avait une petite fille qui était en fait sa femme à l'âge de 10 ans. Francis Mas aussi, qui a joué à publier Francis Mas. Francis, on a aussi bien fait de la réédition que de la nouveauté, notamment en republiant intégralement son encyclopédie en 2 volumes. Ça c'est un travail de titan, c'est des bouquins qu'il avait sortis c'était aux Humano dans les années 70, 80. Et ils étaient sur eBay à 300 € pièce, c'était des livres introuvables. Donc j'ai proposé à Francis de les rééditer. Vous voulez que je fasse sauf qu'il n'a pas voulu le rééditer bêtement, il m'a dit je vais reprendre toutes les pages et puis je vais en faire des nouvelles, etc. Donc tout a été redessiné, retravaillé, retouché, etc. Il y a 2 volumes, enfin voilà, ça casse la cote des collectionneurs. Je m'en réjouis. Qu'est-ce qu'on a publié comme grands anciens? Même s'il est tout jeune, Olivier Vallès, c'est quelqu'un qui avait déjà une carrière très posée avant de travailler chez nous. Il a été le 2e livre publié avec son album Topless. Voilà. Et puis troisièmement, au sein de cette collection, il y a un soin apporté à la réédition aussi, parce que donc avec Mas, on l'a un petit peu abordé, j'aime cette idée de patrimonial, republier, redonner à lire des ouvrages soit rarissimes, soit complètement oubliés, qui ne sont pas rares parce qu'on n'a jamais eu de succès, donc on peut pas pouvoir trouver facilement, mais en tout cas j'en fais pas trop parce que je suis plus attaché à la BD de création, mais je suis très attaché à rééditer l'œuvre de Georges Pichard par exemple. On a commencé en rééditant le premier, c'était Marie-Gabrielle de Saint-Eutrope, qui avait fait scandale chez Glénat en 1979 quand il était sorti, qui avait même été interdit. Ouais. Après, on avait réédité son adaptation d'Apollinaire, Les Étoiles d'un jeune Don Juan. Ensuite, j'avais publié un inédit de Pichard, fouillé dans les cartons à dessin qu'avait conservé sa fille. Et puis récemment, là, on a publié 2 livres, vous avez sans doute vu passer, sur les aventures de Son Norman et son Ulysse, qui sont des livres qu'il avait fait en collaboration avec Jacques Loeb. Jacques Loeb, qui est un grand auteur de bande dessinée, qui est resté dans l'histoire de la bande dessinée, car il est le seul scénariste à avoir eu le Grand Prix d'Angoulême. Qu'est-ce que j'ai réédité dans cette collection? Donc des ouvrages de masse, et puis une œuvre à laquelle j'étais très très attaché, que j'ai découvert dans Spirou quand j'étais enfant, qui s'appelle Tom Carbone. Tom Carbone, c'est une bande dessinée jeunesse. Il y a le premier volume ici. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez grandi dans les années 80. Ouais. Tom Carbone, c'est une BD qui a été publiée dans Spirou, d'abord uniquement en
vous souvenez, dans Spirou, au départ, c'est pas parce qu'on était publié dans Spirou qu'on avait les grâces d'un album. On pouvait ne passer que dans le magazine. Et donc Top Carbone ne passait que dans le magazine à partir de 1984, je crois. Et c'est en 1989 uniquement que Dupuis leur a fait les honneurs de publier un album. Il y a eu 4 albums publiés en France, puis ça s'est arrêté parce que les ventes étaient complètement catastrophiques. Et ce sont des auteurs belges mais néerlandophones, et ils ont publié ensuite 2 autres albums aux Pays-Bas. Moi j'étais tellement obsédé par cette BD que je lisais depuis que j'étais enfant et qui ne m'avait jamais quitté, que j'ai retrouvé les auteurs qui faisaient plus de BD à ce moment-là. Je suis allé chez eux en Belgique et j'ai fouillé dans leur cave et j'ai tout exhumé et on a publié. Donc on a republié tous les albums dedans. On a fait traduire les albums néerlandais qui n'étaient jamais parus en France, qu'on a intégrés aux intégrales. Et puis surtout, dans Spirou, il faisait aussi régulièrement des petits gags de 3 cases. Et là, on a récupéré tous les gags qu'on a découpés dans les vieux journaux, etc., qu'on a fait scanner. Et du coup, avec ces 2 intégrales Top Carbone, vous avez l'intégrale de tout ce qui a été dessiné autour de ce personnage. On a également retrouvé et scanné et publié toutes les couvertures de Spirou, toutes les couvertures de magazines qu'ils avaient pu faire à l'époque. Lewis Trondheim nous avait fait l'honneur de préfacer le premier volume, parce que c'est lui aussi un grand fan de cette série. Et évidemment, ces intégrales n'ont eu aucun succès. C'est-à-dire que c'est une série qui n'intéressait personne à l'époque, elle n'intéresse toujours personne aujourd'hui. Mais c'est comme ça, on n'a pas fait ce livre-là pour s'enrichir, mais pour que cette bande dessinée géniale soit visible. Alors vous pouvez la faire lire à des enfants, vous pouvez la faire lire à des ados, à des adultes, c'est vraiment de la BD tout public au sens propre du terme. Voilà, dans les livres marquants, je le vois ici, c'est que quand nous avons fêté les 5 ans de la collection, c'était en 2014 je crois, David de Thuin, qui est un auteur que j'adore, m'a proposé de faire un livre de 1000 pages de bande dessinée, donc c'est ce qu'il qui s'appelle La Proie. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille. Et comme David est fou, il m'a dit je vais faire 1000 pages de BD, mais je vais faire 10 000 cases. Donc il s'est amusé à compter les cases. Et donc, comme nous l'avions mis sur le bandeau, une histoire en 10 000 cases répartie sur 1000 pages. Voilà, donc c'est, je crois, la BD de création la plus épaisse jamais faite en France. Il était tout content de battre les carottes de Patagonie de son ami Trondheim. Vous voulez que je fasse tourner ça? J'espère que vous avez les arbres insolites. Et ça, c'est un livre dont je suis très fier parce qu'en plus, c'est une histoire complète de 1000 pages et qui est passionnante, qui est une sorte de Seigneur des Anneaux minimaliste dessiné en animalier. De Thuin est le plus grand fan de Machereau qu'il y a sur Terre, je pense. Il collectionne les originaux de Machereau, c'est un véritable expert en la matière. Donc cette BD est en hommage aussi à Machereau, c'est un livre passionnant. Voilà, dans les livres marquants aussi, Terra Australis de Laurent-Frédéric Bollet. Alors c'était une histoire rigolote, ça vous devez le connaître ce livre, parce qu'il a bien marché. Laurent-Frédéric Bollet, grand scénariste, mais à l'époque uniquement spécialisé en série, on va dire, livres d'aventure, science-fiction, choses comme ça. Et un jour, il vient me voir au bureau, on déjeune ensemble, et il me dit Franck, j'ai une histoire à te proposer. C'est l'histoire de la création de l'Australie. Et là, il me raconte qu'en fait, les premiers colons australiens, c'était des prostituées et des bagnards anglais, parce que les prisons anglaises étaient pleines, il n'y avait plus de place, donc ils les ont mis sur des bateaux, ils ont traversé les océans, traversé le monde, on a plus de la moitié qui sont morts en route, et arrivés sur les côtes australiennes, ils ont balancé ces gens, ils ont démerdez-vous, et nous on se débarrasse de vous, et c'est ces gens-là qui sont les premiers colons blancs qui ont donné naissance on va dire, à la race dominante en Australie aujourd'hui, parce qu'on sait ce qu'il est advenu des aborigènes. Et Laurent-Frédéric m'a proposé cette série en 10 volumes. Il dit voilà, c'est une grande aventure en 10 volumes. 10 volumes voilà, au départ, dans sa tête, c'était une série. Et oui, il pensait faire 10 albums de 52 pages. Ah ouais, d'accord. Et je lui dis écoute, moi cette histoire me passionne. Il m'a raconté pendant 2 heures, j'étais partant. J'ai dit, étant donné que ton histoire raconte un voyage, si on sectionne ton voyage en 10 tronçons, on va casser l'énergie. Donc je suis d'accord, mais à la condition qu'on en fasse un roman graphique. Et ça semble aujourd'hui
évident de faire un roman graphique de 500 pages, mais à l'époque, on devait être en 2010. C'était plus rare, surtout qu'il faut financer un livre. Parce qu'un auteur de BD, quand il travaille dans le 46 pages, il est payé à la planche. Donc en fonction de sa notoriété, il est plus ou moins bien payé évidemment, mais il est payé à la planche. Donc du coup, faire un 46 pages aujourd'hui, ça coûte en avance auteur dans les 25 000 euros. C'est un gros investissement. Il faut en gros, pour que ça soit rentable, que l'éditeur en vende 8 000 9 000. Vous savez comme moi que la moyenne de vente de bande dessinée aujourd'hui, c'est plutôt 3 000. Du coup, il y a énormément de livres qui sont faits à perte. Financer un livre de 500 pages, même c'est impossible de le payer à la planche, parce que mais même en diminuant le prix, etc., en donnant un avaloir global pour l'album, il faut avancer beaucoup d'argent. Parce que l'auteur, Philippe Niclou, il a travaillé 4 ans et demi sur ce livre. Voilà. Donc il faut faire vivre quelqu'un et sa famille pendant 4 ans et demi, parce que le gars il travaille tous les jours, matin, midi et soir. Voilà, c'est un pari, on a sorti ce livre à 45 €, ce qui est un prix, c'est très très cher, en disant, voilà, l'histoire est passionnante, et puis ça a très très bien marché. Dieu merci, on en a vendu plus de 10 000 exemplaires. Donc pour un livre à ce prix-là, c'est incroyable. Il a été réédité 4 fois et ça a tellement bien marché que quelques années après, Laurent Frédéric m'a proposé de faire la suite. Alors c'était pas prévu au départ. Ça s'appelle Terra Dolores. C'est une suite sans en être une parce qu'elle peut se lire sans avoir eu le premier. Vous pouvez lire le premier et pas lire le deuxième. Ça raconte le destin surtout de 2 personnages qui ont fait partie de ce voyage et qui leur premier moment de vie sont en Australie. Et c'est l'histoire de 2 fuites, de 2 évasions. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi que cette collection propose de faire un peu d'achat de droit, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire de publier en France des livres qui sont déjà sortis dans d'autres pays. J'y pense parce que là je vois Rolling Blackout de Sarah Glidden, qui est une auteure américaine, new-yorkaise, talentueuse. C'est une sorte de Nilantico américaine. Elle avait sorti un premier livre chez Cambourakis, qui s'appelait Comprendre Israël en 60 jours. Non, c'est pas 60 jours. Oui, 60 jours. Et son deuxième livre, donc, qui s'appelle Rolling Blackouts, que nous n'avons pas traduit parce que c'est intraduisible. Rolling Blackouts, c'est les petites coupures d'électricité que vous avez en permanence dans des pays en guerre comme l'Irak, etc. Qui racontait son voyage. Elle est partie en Irak, en Syrie et au Liban. Juste avant que Daesh commence ses frasques et juste après en fait la guerre, enfin au moment où les Américains occupaient le territoire irakien. Et elle a accompagné notamment un militaire là-bas et elle a rencontré des gens pour recueillir leurs témoignages. Elle a pris pas mal de risques et c'est un livre qui est purement un livre documentaire. C'est-à-dire qu'elle se met en scène elle-même et ce qui est raconté ce sont ses rencontres. C'est les doutes des gens, les interrogations. J'ai fait quelques achats de droit. On a publié une adaptation allemande de Culberry Finn. J'ai publié quelques auteurs américains, mais en fait, je me rends compte que c'est pas mon truc l'achat de droit parce que. En fait, en tant qu'éditeur, j'interviens à un moment où le bouquin est fini déjà. Et ce que j'aime, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis et travailler avec l'auteur dès la première idée, dès la création du scénario. Je peux intervenir parfois très peu, mais parfois beaucoup quand je sens que l'auteur en a envie. Le travail de l'éditeur, c'est vraiment de se mettre au diapason de son auteur. C'est-à-dire que j'ai autant de façons de travailler que j'ai d'auteurs dans mon catalogue. C'est-à-dire que certains auteurs vont vouloir préserver leur création comme un jardin secret. Et là, il faut les laisser et intervenir uniquement si vous sentez qu'il y a une dérive ou quelque chose qui n'est pas compréhensible dans l'écriture. Et puis au contraire, il y a d'autres auteurs qui ont envie qu'on soit là tous les jours et qu'on leur donne leur avis tous les jours et que je n'irais pas jusqu'à dire qu'on écrit l'album ensemble parce que c'est faux, c'est l'auteur qui écrit l'album, l'éditeur est là pour l'accompagner uniquement. Mais voilà, certains auteurs m'envoient leur crayonner tous les jours de chaque dessin, chaque page, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce dialogue? Hier, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, j'ai passé la journée avec Timothée Le Boucher, qui travaille sur son nouvel album,
qui paraîtra, je peux vous l'annoncer officiellement, au mois de mars 2019. Oh là là. C'est un thriller psychologique hyper sombre, dont le point de départ est un assassinat de masse. Je vous en dis pas plus. En fait, c'est un jeune garçon qui se réveille de 6 ans de coma. Donc il est tombé dans le coma à 15 ans et l'histoire débute, il a 21 ans. Et il apprend que toute sa famille vient d'être assassinée dans leur villa résidentielle et que l'assassin est sa sœur. Voilà. Et ce personnage va rencontrer une psychologue qui vient le soigner parce qu'il a perdu la mémoire de ces faits-là. Et il est complètement traumatisé par ce qu'on lui annonce. Et cette psychologue va commencer un travail psychanalytique avec lui. Et le livre est aussi très centré sur leur relation à tous les deux. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit beaucoup. Et donc tout ça pour dire que voilà, Timothée vit hier, et on a passé la journée à travailler sur ces crayonnés, parce que Timothée il a besoin de cet avis-là. On a fait la même chose sur ces jours qui disparaissent, c'est-à-dire que il veut que j'intervienne sur chaque dialogue si... alors je n'interviens pas sur chaque dialogue, mais parce qu'il y en a plein qui vont dire. Mais il a besoin de ce regard extérieur sur des positions, sur de la mise en scène, sur... Voilà, c'est ça. Mais il y a un vrai échange. Et il veut que son langage sonne vrai, il veut que... Donc du coup on fait beaucoup de ping-pong, d'échanges. Par exemple, c'est un auteur, le travail d'une couverture par exemple. Comment on fait une couverture ? Fut un temps, les auteurs faisaient leur couverture dans l'emploi, ils l'envoyaient à l'éditeur l'imprimait sans aucun... Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, il y a tellement de concurrence en librairie ou dans les médiathèques que si vous voulez que votre livre soit lu, il faut, je pense, vraiment concevoir la couverture comme une affiche de cinéma. Est-ce qu'elle doit être vraiment représentative de l'intérieur de l'album ou est-ce qu'elle doit faire rêver ou permettre au lecteur de se projeter? À mon avis, c'est plutôt la deuxième solution. Donc généralement, je demande toujours à l'auteur de me faire un rough, un croquis, voire 2 ou 3 rapides de ses intentions de couverture. Et on en discute ensemble. Timothée, il m'a envoyé 10 couvertures. 10 couvertures, qui étaient évidemment en rough, mais qui étaient déjà mises en couleur, qui étaient assez poussées, etc. Alors, longtemps, nous les libraires, on s'est battus auprès des éditeurs pour que justement les éditeurs prennent conscience qu'une couverture, c'était vraiment majeur dans l'acte pour le lecteur de prendre la BD en main. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que le lecteur aille prendre le livre. Là, il y a la moitié du boulot qui est fait. Parce qu'après, il ouvre, si ça ne lui plaît pas, il repose, mais au moins, il a le livre entre les mains. Et la couverture, c'est le seul truc qui fait qu'on va aller... Il y a le nom de l'auteur, mais ça marche sur Tardy, sur Lila, et puis généralement, ils font des bonnes couvertures. Donc voilà. Et donc, on a passé la journée hier avec Timothée à travailler chaque dialogue, chaque virgule, chaque... Voilà, et puis il va me renvoyer une autre version, on va continuer, jusqu'à ce qu'on pense que lui et moi, que l'album est... parfait, c'est pas le mot, parce qu'aucun livre n'est parfait, mais le mieux possible. Quoi. Voilà. Dites-moi de quoi vous voulez, monsieur. Je veux savoir justement par rapport à un travail comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas me mettre en relation avec un scénariste, par exemple vous préférez en fait intervenir avec lui ou... Timothée est également scénariste. Oui, d'accord. Mais si par exemple il a une difficulté à monter son chose qui... Ah oui, mais ça arrive. J'ai des auteurs qui sont plus dessinateurs et qui patinent sur leur écriture. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il vous demande spontanément un scénariste ou est-ce que vous l'orientez vers un scénariste? Alors généralement, ça se fait au départ, c'est-à-dire avant de signer le contrat. Parce qu'une fois que le contrat est signé, l'auteur signe un contrat de scénariste-dessinateur. Et là, il est rare, ça a dû m'arriver une fois, de rajouter ce qu'on appelle au cinéma un script docteur, en fait, quelqu'un qui est scénariste de métier et qui va pouvoir conseiller. Mais là, c'est vraiment un cas extrême, enfin, c'est un accident quelque part. C'est-à-dire que l'auteur pensait pouvoir réussir à écrire son scénario et se rend compte qu'il n'y arrive pas. Mais la plupart du temps, c'est au projet, c'est-à-dire que l'auteur va m'envoyer un projet, je lui dis écoute, ton idée elle est intéressante, mais développée comme ça, elle n'est pas suffisante, est-ce que ça te dirait de travailler avec un scénariste? Donc ça peut arriver. Mais c'est quand même assez rare parce que les auteurs s'en rendent compte d'eux-mêmes en amont.
et généralement viennent voir l'éditeur avec déjà le projet construit avec un scénariste. C'est-à-dire que là-dessus, c'est rarement moi qui interviens. En revanche, ce que je fais souvent, voire tous les jours, c'est de faire des mariages, parce que un des secrets de notre métier, c'est de réussir des mariages. Vous pouvez avoir un bon dessinateur d'un côté, un bon scénariste de l'autre, mais vous pouvez les mettre ensemble, s'ils ne s'entendent pas, ça ne fera pas un bon album. J'ai plein d'exemples en tête que je ne citerai pas, mais l'album raté, parce que les auteurs n'ont pas du tout aimé travailler ensemble, ou ne se sont pas entendus, etc. Donc voilà, le truc qui est chouette à faire, c'est de faire le bon mariage, que le scénario aille avec le dessin, etc. Il m'arrive même parfois d'appeler un auteur et de lui proposer un sujet. Donc tiens, est-ce que tu voudrais pas faire une BD là-dessus, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et puis ça prend ou ça prend pas, et on peut développer les grandes lignes ensemble de l'histoire, et puis après, je le laisse faire, c'est son métier, c'est pas le mien. Donc voilà, oui, c'est en fait, je suis cinéphile et très fan notamment de l'âge d'or hollywoodien, et je pense que notre métier d'éditeur, il a à voir avec ce qu'étaient les producteurs hollywoodiens, mais à l'âge d'or, parce qu'aujourd'hui un producteur n'intervient plus artistiquement, il se contente de trouver des banques et des chaînes de télé qui vont pouvoir financer le film à sa place. À l'âge d'or hollywoodien, à l'époque des Selznick et des Daryl Zanuck et des frères Warner, le producteur intervenait artistiquement sur les films. Il était sur le tournage tous les jours, il donnait son avis, il allait même recruter parfois des metteurs en scène, etc. Mais c'est pas pour ça que le producteur faisait le film. Le film restait l'œuvre du metteur en scène. Et notre rôle, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est là financièrement, évidemment, pour soutenir un projet, mais on est aussi là pour on va dire, l'aiguiller artistiquement. Voilà, c'est ça. Dites-moi si vous avez envie que je creuse des sujets. Non, c'est pas à creuser, mais je voulais juste dire qu'aujourd'hui, il y a une manifestation des auteurs, pas seulement de BD, mais des auteurs qui ont peur pour leur avenir, etc. Je sais pas, je dis ça, mais... Non, mais tout ça, vous avez raison d'en parler, c'est un drame pour nous, mais oui, plus de la moitié des auteurs de bande dessinée, mais des auteurs toujours du vivre en dessous du seuil de pauvreté. Un auteur qui arrive à s'en sortir à peu près, il vit au SMIC, et un auteur qui marche, il touche des droits d'auteur, et c'est ça qui le fait. Voilà. L'histoire, c'est que je ne vais pas remonter non plus à partir du moment où la BD devient vraiment une industrie en France, c'est années 50. C'est l'âge d'or des magazines. Spirou, Tintin, d'autres, mais surtout Vaillant, etc. Mais Spirou, Tintin. Un auteur de BD est payé pour faire sa page dans le magazine. On va dire, chaque fois qu'il fait une page, il touche de l'argent pour faire sa page dans le magazine. Une fois que l'album est fini, l'album sort en librairie, et comme l'auteur n'a pas touché d'avance pour faire ce livre, il touche des droits d'auteur au premier exemplaire vendu. C'est-à-dire, dès que votre livre sort, on va simplifier, disons qu'il touche 1 € par livre. Si l'auteur vend 500 livres, il touche 500 €. Si l'auteur vend 10 000 livres, il touche 10 000 €, etc. Ça s'est bien passé jusqu'on va dire la fin des années 80, où la presse était encore importante. Chez Glénat, il y avait des QI, il y avait Circus, etc. Et l'auteur, donc du coup, vivait bien parce que il était payé pour la presse et il touchait des droits à chaque fois qu'il faisait un bouquin. La presse s'est cassée la gueule et l'auteur s'est retrouvé à faire de la création directement pour le livre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il touchait une avance sur droit pour faire le bouquin parce que l'éditeur ne pouvait plus se rentabiliser sur la parution du magazine. C'est-à-dire que maintenant, quand l'auteur touche une avance pour faire un livre, il doit la rembourser pour toucher le droit d'auteur. Ce qui est la base, hein, c'est ce qui se fait dans l'édition de littérature depuis toujours. C'est-à-dire que l'argent que vous touchez en tant qu'auteur est une avance sur droit. Donc, je donne 20 000 € à un auteur pour faire un livre. S'il touche, je le simplifie dans les chiffres, je vous dis n'importe quoi,
disons qu'il touche 1 € de droit d'auteur par livre vendu, il doit vendre 20 000 livres avant de commencer à toucher des droits. Et quand je dis il doit la rembourser, c'est comme ça, il doit faire un chèque. Si jamais il ne vend pas de livre, il ne rembourse pas son avance, bien évidemment. L'argent qui lui est donné par l'éditeur est acquis. Voilà, ce qui est évidemment des choses. Simplement, il y a eu une période où les auteurs arrivaient encore à négocier dans leur contrat ce qui s'appelait rembourser son avance uniquement sur droit dérivé. C'est-à-dire ils touchaient de l'argent pour faire l'album qui était fixe et ils touchaient du coup des droits d'auteur tout de suite. Mais ça c'était à l'époque où il y avait encore des journaux. C'était une négociation. Comme les journaux ont disparu, le seuil de précarité des auteurs a augmenté. Et l'éditeur n'est pas fautif de ce fait, c'est-à-dire que l'éditeur, pour faire tourner sa boîte, il a besoin de rentrer de l'argent. Il faut savoir qu'un livre, 80% des bandes dessinées publiées par un éditeur sont déficitaires. C'est-à-dire qu'il y a 20% de livres qui, en gros, rapportent de l'argent à l'éditeur. Et l'équilibre, comme je le disais tout à l'heure, on va dire le point mort, c'est en moyenne 8000 ventes, quoi. Donc un gars comme Timothée qui a un carton avec son livre, il va bien vivre de la bande dessinée parce que son livre lui rapporte des droits d'auteur. Là, sur le premier semestre, sur les 6 premiers mois d'exploitation du livre, il a déjà remboursé son avance sur droit, il a commencé à toucher de l'argent. Mais malheureusement, ça devrait être comment expliquer, la base, enfin, tout le monde, ça devrait être un cas général, alors qu'en fait c'est un cas particulier. Voilà. Donc qu'est-ce que font les auteurs pour vivre? Ils ont tendance à multiplier les bouquins, à les faire de plus en plus vite, parce qu'aujourd'hui un auteur vit de son avance sur droit. Voilà. Et les avances sur droit, elles ont tendance à réduire aussi, parce qu'il y a cette mode du roman graphique qui fait qu'on ne paye plus les auteurs à la page, mais on paye les auteurs au forfait. Donc chez Glénat, ça va, parce que chez Glénat, c'est une grosse maison. Et je peux me permettre de donner 20 000, parfois 30 000, parfois plus, en fonction de la notoriété de l'auteur, à un auteur. Je peux me permettre ça. Des petites maisons d'édition vont donner, là c'est des auteurs qui m'ont dit, vont donner 2 000 € pour faire un livre. Donc vous allez vivre avec 2 000 € pendant 1 an, voire pendant 1 an et demi, ce qui est complètement fou. Et puis souvent ces livres-là se vendent peu, donc il n'y a pas de droits d'auteur qui sont rajoutés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'auteurs qui ont un autre métier. Voilà. Exactement comme c'est le cas en musique. Aujourd'hui, 80% des musiciens qui sont, on va dire, dans un domaine indépendant font ça en tant que passe-temps. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui sont profs, il y a beaucoup d'auteurs qui ont carrément, voire même, je connais des auteurs qui sont brancardiers à l'hôpital. Oui, c'est un vrai problème et je sais que les éditeurs sont très conscients de ça et accablés par cette situation. Et que les réunions du SNE avec l'État, etc., poussent l'État à essayer de trouver des solutions pour ça. Alors encore sur les artistes tels que ceux qui travaillent en millefeuille, c'est pas les pires, enfin c'est pas les plus à plaindre là-dessus. Non, les pires parce que c'est vraiment là, on en est là. Hein. C'est-à-dire que les auteurs de BD crèvent la faim. Quand vous marchez, tout va bien. Et alors pour 80% des auteurs, les auteurs graphiques comme ça, ils arrivent à faire beaucoup d'illustrations, soit en jeunesse, soit dans la presse. Beaucoup d'auteurs dans les livres sont là, dessinent pour Le Monde, dessinent pour Libération, dessinent pour le Nouvel Obs. Alors un peu moins ce que Canard enchaîné, c'est surtout mais beaucoup évidemment, mais c'est plus des dessinateurs plus humoristiques. Donc arrive à trouver un équilibre économique avec ça. Mais le gars qui fait sa série classique chez Décu, qui reste depuis 25 ans, qui est un super artisan, qui bosse comme un malade, lui, en dehors de ses lecteurs, il n'intéresse personne. Il n'a jamais de presse, il ne peut même pas se glorifier d'être... Il n'est jamais appelé pour des illustres, pour des ateliers, etc. Parce qu'il est catalogué comme le mec qui fait de la BD de papa, etc. Alors que les types sont super. Voilà, et là, il y a un vrai souci. Enfin, moi, j'ai rencontré là, récemment plusieurs auteurs de cette catégorie-là qui font ce métier depuis 25 ans et qui me disent « J'arrête la BD. J'arrête la BD parce que je n'arrive pas à en vivre. » C'est déprimant. Après, on est soumis aussi à
On a complètement changé de sujet, mais je ne sais pas si... on est soumis aussi... Le marché, vous l'avez vu aussi bien que moi, a complètement évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'avant, on lisait de la BD, enfin les gens qui lisaient de la BD, on lisait tous la même BD, c'est la BD qui était publiée. Et aujourd'hui, c'est des niches. Et vous voyez dans votre librairie, il y a plein de petits coins. Donc il y a des gens qui lisent de la BD franco-belge, mais il y en a beaucoup moins. Donc du coup, c'est très très difficile de faire la BD franco-belge, c'est ancien. Il y a un roman graphique qui a attiré un nouveau lectorat, qui est des gens qui ne lisaient pas forcément de BD avant. C'est une petite niche. Il y a les gens qui lisent du manga. Alors, il y a 20 ans, quand on lisait du manga, on avait 8-10 ans, et puis quand on grandissait, on allait vers la BD franco-belge parce qu'il n'y avait pas de manga adulte. Aujourd'hui, l'offre manga s'est diversifiée. Il y a du manga d'auteur, il y a du manga pour tous les types de lecteurs. Donc on peut commencer en lisant Dragon Ball ou One Piece et lire du manga toute sa vie, en terminant sur Taniguchi ou sur Tezuka, etc. Il y a le comics qui prend une importance de plus en plus forte. Alors dans les années 70-80, il y avait déjà Strange et compagnie, mais aujourd'hui il y a une offre en librairie de comics qui est très importante. Mais tant mieux, hein, parce que le lecteur a du coup un choix incroyable. Et puis vous avez un autre fait qui complique aussi c'est que maintenant il y a beaucoup d'écoles de BD, d'écoles de graphisme qui apprennent le dessin animé, qui apprennent la BD, etc. Donc du coup les gamins qui arrivent à 18-20 ans avec leur premier projet d'album, ils sont 10 fois plus talentueux qu'il y a 20 ans. Il y a un niveau, une qualité qui est montée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme les niveaux sont mieux, il y a plus de livres, on publie beaucoup. La BD aussi, on va dire, l'association comment, je cherche un mot qui ne me revient pas, bon, je vais en utiliser un autre parce que je ne le trouve pas, à décomplexer l'auteur de BD qui n'était pas le dessinateur réaliste pur jus. C'est-à-dire qu'avant, pour décider lâcher, il fallait s'appeler Razer et faire de la caricature et en jeter 3 traits, mais dans la bande dessinée, on va dire, non humoristique, il fallait le trait le plus lâché qu'on pouvait trouver, c'était celui de Tardy, qui était quand même un trait très posé. Et grâce à l'association, et à d'autres, mais notamment grâce à l'association, on peut présenter un projet à un éditeur si on ne sait pas dessiner de manière réaliste, à partir du moment où on a un style, à partir du moment où on manie la narration, parce que la clé, c'est d'être un narrateur, c'est pas de savoir bien dessiner. Si on est un bon narrateur, on sait bien dessiner. Donc du coup, ça fait qu'il y a eu encore plus de gens qui ont eu envie de faire de la BD, parce qu'ils avaient envie de raconter leur vie, de publier un journal intime, avec un trait qui n'était peut-être pas très propre ou très léché, mais qui était sincère. Donc, tous ces nouveaux talents-là ont généré des envies également d'éditeurs, parce qu'on peut monter sa maison d'édition aujourd'hui en étant un ou deux, en faisant ça en dilettante au départ, etc. Donc aujourd'hui, il y a énormément de petits éditeurs. Et puis, il y a eu un autre truc, c'est que, il ne faut pas se le cacher, les gros, comme Glénat, comme Dargaud, comme Delcourt, se sont dit « Ah, mais c'est quoi ce roman graphique qui cartonne chez les indés? On va faire pareil, nous. On va se mettre à publier du roman graphique aussi. Et puis, comme on a de l'argent, on va pouvoir repérer les meilleurs auteurs qui ont du mal chez les indés à vivre, et puis on va leur proposer un plus gros chèque. Et puis on en arrive comme au foot. Hein. Vous avez des, je ne citerai personne, mais vous avez des auteurs qui sont déjà célèbres et qui changent d'un coup qui passent d'une maison d'édition à l'autre. C'est systématiquement le cas. Mais vous ne pouvez pas imaginer, et comment c'est dur, de conserver un auteur dans sa maison d'édition quand il commence à avoir un succès. Parce que tous les autres, mais je dis ça, je ne dis pas du mal de mes petits copains, parce que nous on peut faire pareil pour un autre qui est ailleurs. Hein, donc, tous les autres débarquent comme des morts de faim, avec des grands coups de chèque et des grands coups de restaurant, en disant viens chez nous, viens chez nous, viens chez nous. Voilà. Et donc c'est une bataille, c'est vraiment le calcio, quoi. C'est une bataille pour conserver ses auteurs, et puis en même temps pour essayer de piquer ceux du petit copain à côté, quoi. Donc, et je pense que ce qui donne envie à un auteur de rester chez son éditeur, très modestement, c'est le travail qu'on a au quotidien entre l'éditeur et l'auteur, et c'est cet échange et cette confiance. Voilà. Timothée m'avait fait super plaisir. Un jour, il m'avait dit, pour ces gens qui disparaissent, il y avait 4 éditeurs qui voulaient le projet. Il m'a dit, c'est pas toi qui m'as proposé le plus gros avaloir,
Mais je suis venu chez Glénat quand même parce que j'ai senti que c'était toi qui avais mieux compris le livre que j'avais envie de faire. Donc ça c'est génial d'entendre ça, parce qu'il y avait le petit copain à côté qui proposait peut-être 2 fois plus de fric et il a fait le livre avec nous quand même. Voilà, donc c'est cet échange, c'est cette confiance, c'est pour ça que c'est important de se voir aussi entre auteur et éditeur, parce que avec Internet, on a tendance à tout faire par mail, à tout faire même par téléphone, etc. Bon, quand les auteurs sont loin, Olivier Vallet, j'ai travaillé 10 ans avec lui, il vivait au Chili, donc là, bon, je suis allé le voir une fois quand même, mais la plupart du temps, on travaillait par email, mais il est à Angoulême maintenant. Mais sinon, quand les auteurs sont en France, il faut vraiment se voir, quoi, parce que c'est là où tout se crée, quoi, où il y en a, c'est un travail humain. Le vrai métier d'éditeur, c'est savoir dire non. Voilà, c'est ça. Parce que à partir du moment où vous êtes éditeur, vous avez votre petit badge, votre petit machin, vous allez toujours avoir des auteurs qui vont vous présenter des projets. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien à faire. Hein. On vous donne le statut, toi demain tu es éditeur chez Glénat, tu t'assois à ton bureau, tu vas recevoir des mails, c'est sûr, tu vas recevoir des projets. Donc la difficulté du travail d'éditeur, c'est de savoir dire non, c'est-à-dire refuser des projets. Parce que les accepter, c'est simple, ça arrive. Voilà. Donc il faut savoir dire non, et ça crève le cœur. Parce que parfois on dit non à des auteurs avec qui on a déjà travaillé avant, avec qui on a des très très bons rapports, qui sont pourtant des auteurs de talent. Et dans la collection Millefeuille, il y a des auteurs avec qui je fais un projet, et le projet d'après, je le refuse. Et celui d'après, je le refuse encore, et celui d'après, je le refuse encore. Et peut-être qu'on ne retravaillera jamais ensemble. Et puis peut-être qu'on retravaillera ensemble. Et c'est très difficile de faire le lien, de ne pas faire en sorte que l'affectif l'emporte sur le travail. Et en même temps, l'affectif est primordial. Donc du coup, c'est un réglage permanent. Par exemple, moi, je ne veux pas être ami avec des auteurs. J'en ai beaucoup avec qui j'ai des très bons rapports, je suis même allé manger chez certains, etc. Mais je garde toujours cette barrière. On ne part pas en vacances ensemble, on n'est pas amis, parce que le jour où je te dis non sur ton projet, comment ça se passe? Voilà, c'est une trahison, voilà, donc c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une ligne directrice de ce qu'on veut faire de ces bouquins, et puis c'est tout. Et puis voilà, je suis trop bavard. Merci.